Il est 20h30 sur le plateau de Coloma. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur fait le diagnostic approfondi de ses ressources humaines. Une étude organisationnelle est faite pour évaluer les besoins et définir les compétences avant d'être validée. Mounir Bari sera dans ce journal pour les détails. Et puis, session du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime, une revue de l'état financier et des dispositions pour améliorer le fonctionnement de cet instrument de régulation. Enfin, l'ONG Entreprendre Ensemble poursuit sa tournée dans les ateliers des différents corps de métier de l'artisanat de l'intérieur du pays. Après Kindia, c'est l'abbé qui l'accueille pour expliquer la portée du projet intitulé Meilleur artisan de Guinée, qui sera couronné par un concours national. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette grande édition qu'on démarre par ce décret. Décret D 2023-0190 PRG CNRD SGG portant réglementation des opérations de lotissement en République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1, dispositions générales, définition et champ d'application. En application des dispositions de la loi L 98-017-98 du 13 juillet 1998, adoptant et promulguant le Code de l'urbanisme de la République de Guinée, les opérations de lotissement sont réglementées par les dispositions définies par le présent décret. Chapitre 2 de la procédure de lotissement. Section 1 de l'initiative de l'opération de lotissement. Le lotissement est initié par l'État, les collectivités décentralisées, les promoteurs immobiliers publics ou privés, les communautés, les associations, les familles, les personnes physiques. Section 2 de la demande d'autorisation de lotir. Toute demande d'autorisation de lotir doit être accompagnée d'un formulaire type fourni par le ministère en charge de l'urbanisme avant sa transmission à l'autorité concernée en 4 exemplaires. Il est délivré au requérant un récépissé suivant un modèle délivré par le ministère en charge de l'urbanisme. La demande d'autorisation de lotir est accompagnée par les pièces administratives suivantes. 1. L'acte de propriété du terrain, titre foncier, livret foncier ou certificat de propriété, arrêté d'occupation. 2. Le certificat de propriété du terrain délivré par le conservateur foncier du ressort datant d'au moins de 3 mois. 3. La convention de réalisation des travaux et le planning d'exécution établi entre le ou les propriétaires et le promoteur. 4. Un procès verbal de consentement dans le cas de plusieurs propriétaires devant bénéficier du même lotissement. 5. Une garantie fournie par le promoteur prouvant ses capacités financières et techniques à réaliser l'opération. 6. L'attestation de régulation fiscale du promoteur. 7. L'attestation de garantie d'achèvement futur des travaux fournis par un établissement financier ou une société de cautionnement. La demande d'autorisation de lotir est accompagnée par les pièces techniques suivantes. 1. Le plan de situation du terrain, état des lieux planimétrique et altimétrique. 2. Les études d'impact environnemental et ou social. 3. Le plan des lots créés ainsi que les parcelles et leur destination. 4. Les plans des voiries et réseaux divers. 5. Les plans des espaces destinés aux équipements, aux aires de stationnement et aux espaces verts. 6. L'autorisation de défrichement du terrain délivrée par la direction préfectorale de l'environnement. 7. L'autorisation environnementale. 8. Le plan d'implantation et le gabarit des constructions à réaliser tel que prévu par le règlement de zonage. Section 4 de la délivrance de l'autorisation de lotir. La réalisation de tout lotissement est subordonnée à la délivrance préalable par le ministre en charge de l'urbanisme d'une autorisation de lotir établie dans les conditions prévues par le présent décret. L'autorisation de lotir est accordée à travers un arrêté
pris par le ministre en charge de l'urbanisme. Cet arrêté est publié au journal officiel La République, enregistré auprès du bureau de la conservation foncière concerné à l'initiative et aux frais du lotisseur. Une copie du dit arrêté est notifiée au requérant dans un délai d'1 mois à compter de sa date de publication. L'autorisation de lotir devient caduque lorsque les travaux ne sont pas engagés dans un délai de 6 mois après la publication au journal officiel de la République de l'arrêté visé à l'article 15 ci-dessus, sauf cas de force majeure. Étant entendu que le cas de force majeure au regard du présent décret est un événement exceptionnel, imprévisible et indépendant de la volonté de toutes les parties quant à l'exécution normale de leurs obligations. Dans ce cas, le promoteur notifie dans un délai maximum d'1 mois et par écrit à l'administration les événements concernés. Il en est de même lorsque les travaux ne sont pas achevés dans un délai de 6 mois après la date d'achèvement prévue pour chaque tranche de travaux. Chapitre 5, disposition finale. Tout contrevenant aux dispositions du présent décret sera passible de poursuites judiciaires conformément aux dispositions du Code pénal, nonobstant le paiement d'une amende allant de 15 millions à 30 millions de francs guinéens par hectare du projet de lotissement à verser au Fonds national du foncier, de l'urbanisme et de l'habitat, ainsi que la confiscation des engins ayant servi au dit lotissement au profit de l'État. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré au journal officiel La République, Conakry le 19 août 2023, signé Colonel Mamadi Doumbouya. Je vous le disais dans les titres, diagnostic approfondi des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur à travers une étude organisationnelle du département, mais avant sa validation, les besoins sont à définir et les compétences à déterminer pour améliorer le fonctionnement de ce ministère. Mounir Bari. Validation à Conakry de l'étude diagnostique organisationnelle et fonctionnelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Après la validation par toutes les parties prenantes, ce document servira désormais de bréviaire afin de toiletter tous les textes réglementaires pour des réformes structurantes. L'initiative est en droite ligne avec la lettre de politique sectorielle assignée au département par le Premier ministre chef du gouvernement. Cette étude s'inscrit dans le cadre des engagements de haut niveau pris par le chef du gouvernement, Dr Bernard Gomou. Cette étude diagnostique revêt donc une importance capitale pour l'avenir et le fonctionnement de notre département. Elle présente une image claire de l'état actuel de notre département, sans aucune complaisance, pour mieux cerner les forces et les faiblesses, mais aussi de mettre en place des stratégies efficaces pour relever les défis qui se présentent à nous, afin d'apporter les solutions pertinentes et durables en lien avec la culture de la performance institutionnelle. Ce rapport définit également les forces et les faiblesses. Ces réformes initiées devront définir et développer des stratégies pertinentes pour le redressement en faveur d'une administration performante. Aujourd'hui, nous venons d'assister à la validation de l'outil de performance institutionnelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Sans complaisance, nous avons voulu faire cette étude avec beaucoup d'éthique, de déontologie, en mettant en avant nos faiblesses internes au niveau de chaque service jusqu'au dernier planton du ministère de l'enseignement supérieur pour voir le cadrage de façon macroscopique, le cadrage microscopique dans le fonctionnement quotidien de tous les services. La rédaction de ces documents de synthèse aura aussi permis d'identifier tous les besoins et notamment le renforcement des capacités techniques et logistiques de tous les services. Ce processus d'élaboration de rapports de base est enclenché depuis le mois de mars dernier par le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.
L'opération d'enrôlement de la première vague de nos compatriotes résidant au Royaume-Uni est lancée. Cette initiative du président de la transition est pilotée par le personnel de la représentation diplomatique pour aider la communauté guinéenne à obtenir sur place un passeport biométrique. Makeme Donzo. Après la formation du personnel de l'ambassade, l'opération est lancée. Un kit mobile convoyé au Royaume-Uni va permettre d'enrôler les compatriotes dans ce vaste territoire afin de rentrer en possession de documents de voyage biométriques. L'engouement est grand. Une forte mobilisation des Guinéens de Londres est observée. Merci à notre confrère pour l'excellent travail effectué. Il est là, comme il a dit, il représente nos autorités qui l'ont envoyé en mission. Donc c'est lui d'abord que nous remercions d'être là. Il est venu avec le cerveau qu'il faut. Il a formé notre équipe de l'ambassade. Et grâce à cela, nous allons être capables maintenant, notre communauté, de faire l'enrôlement pour le passeport ici. Je suis très content et j'invite tous les Guinéens de UK à passer à l'ambassade s'enrôler, surtout passer le message, parce que c'est ça l'objectif. On s'est beaucoup battu pour qu'on ait une équipe ici. Et maintenant, on a une équipe, on doit aussi se mobiliser, venir nous faire enrôler pour avoir nos passeports guinéens. On n'a plus besoin de dépenser 1000 pounds, 1500 pounds, aller en Guinée pour obtenir nos passeports. L'opération est supervisée par tous les travailleurs de notre représentation diplomatique au Royaume-Uni sur instruction directe du ministre des Affaires étrangères. Dr Morisanda Kouyaté recommande que le processus se déroule suivant les règles de l'art et exhorte l'ambassadeur à veiller à sa régularité. À partir de cette date, nos compatriotes n'auront plus besoin de se rendre à Conakry uniquement pour se procurer de passeports biométriques. Cela est rendu possible grâce à l'engagement sans faille des plus hautes autorités de notre pays, en leur tête son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, pour qui l'excellence et le traitement équitable de l'ensemble des Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur sont les maîtres mots de la refondation. Les informations recueillies à la suite de cette opération d'enrôlement seront transmises au ministère de la Sécurité pour la confection des passeports biométriques. Il reviendra ensuite au ministère des Affaires étrangères d'envoyer ces documents de voyage aux Guinéens vivant en Angleterre. Au Congo-Brazzaville vient de se tenir la deuxième édition du Forum des femmes entreprenantes et dynamiques africaines sous le haut patronage de la première dame du Congo. Cette deuxième édition avait pour objectif de favoriser les opportunités d'affaires et booster les activités et les compétences des femmes du milieu rural. La Guinée y a été représentée par la chef de cabinet du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Suivez ce reportage signé de notre envoyé spécial, Ramatoulaye Touri. C'est au Congo-Brazzaville que les femmes entreprenantes et dynamiques africaines ont posé leurs valises pour la 12e édition du FIED. Un événement qui a réuni autour du Premier ministre congolais toutes les femmes venues des 4 coins du monde. Le thème de cette année est « Accompagnons les entreprises africaines pour renforcer les capacités des filières de transformation accélératrice du Made in Africa ». C'est à 2 h du matin que nous réveillons nos maris pour mieux s'exprimer, mieux les accompagner, pour qu'ils nous écoutent et ils nous entendent. Seul le travail paye. Il ne faut jamais tendre la main. Il faut se battre. Quand on dit le slogan « Parti de rien pour devenir quelqu'un », tout le monde parmi nous ont une histoire. Cette histoire est gravée à notre mémoire pour toujours. La ministre du Commerce et des PME du Congo a rassuré que son département mettra tout en œuvre pour faire avancer toutes les initiatives féminines allant dans le sens de leur autonomisation. Je puis vous assurer que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, sous la houlette de son chef de gouvernement, continuera à œuvrer avec constance et malgré les aléas à créer des passerelles appropriées permettant d'accompagner toute initiative s'inscrivant dans le sens du renforcement du dialogue public-privé, de la culture entrepreneuriale et de l'évolution des mentalités, particulièrement au milieu jeune et féminin. Deuxième jour de cette rencontre au Congo, cette fois avec la première dame, Madame Sassou Nguesso.
Le Premier ministre chef du gouvernement congolais, après avoir rendu un vibrant hommage à cette illustre épouse du numéro 1 congolais qui appuie avec force toutes les initiatives des femmes, a apprécié le partage d'expériences des femmes sur les questions économiques des pays africains. Cette 12e édition donne l'occasion aux entrepreneurs congolais de débattre avec leurs consoeurs africaines et d'ailleurs des questions qui entravent le développement de leurs entreprises, d'échanger sur leurs expériences respectives et d'identifier des axes de coopération pour l'accroissement et la pérennisation de leurs activités économiques. À son tour, la chef de cabinet représentant de la ministre guinéenne de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a parlé de la subvention que le président de la transition a accordée aux femmes. Pour renforcer le pouvoir économique des femmes, le gouvernement de la transition a initié un programme présidentiel en dotant 300 groupements de femmes de subventions non remboursables pour le développement de leur activité économique. Compte tenu de l'importance de la pertinence de cet événement pour les femmes africaines, la République de Guinée sollicite abriter l'organisation de la 13e édition de ce forum à Conakry en 2024. La 12e édition du FIED, ce sont aussi des panels pour répondre aux préoccupations émises par les femmes. Des préoccupations liées à l'autonomisation à travers les activités génératrices de revenus, les femmes dans l'économie informelle, la formation des femmes de l'entrepreneuriat et la féminisation des métiers. Dans l'actualité également, les assises de Conakry sur la bonne gestion de la frontière guinéo-sénégalaise se sont achevées sur une note de satisfaction. Sur 4 documents juridiques élaborés, 2 ont été signés par les 2 parties. Ils seront présentés aux autorités respectives pour leur mise en œuvre. Reportage Mohamed Lamine Camara. Les travaux de Conakry sur la gestion de la frontière entre la Guinée et le Sénégal se sont soldés à des résultats concluants. Durant 5 jours d'échange d'idées avec à la clé la documentation relative à la ligne frontière entre ces 2 pays, ces spécialistes sont parvenus à s'accorder sur un projet de document juridique. La rencontre que nous venons de boucler nous a permis d'élaborer 4 documents principaux. Un avant-projet de traité de délimitation, un accord cadre de coopération transfrontalière, le canevas de base et le budget du canevas de base. Donc ces documents importants vont nous permettre de passer à l'étape de démarcation de la ligne frontière avec le Sénégal. Ça n'a pas été facile, je l'avoue, mais quand même pour l'élaboration d'un traité qui engage 2 pays frères et qui concerne la ligne de frontière, vous conviendrez avec moi qu'il était absolument nécessaire de discuter de tous les termes pour au final avoir un document de base. Ce projet de document juridique permettra d'unir leurs efforts pour mener à bien les missions de sensibilisation et de délimitation de la frontière commune. Pour réussir le pari, l'appui institutionnel et financier des gouvernements et des partenaires s'avère éminent. Il vient de finaliser 4 documents, non les moindres, mais nous voulons exhorter ces États à financer la mise en œuvre de ce canevas de base, mais aussi à accélérer le processus de signature et de ratification du traité de délimitation. Ces documents bénéficieront de l'accompagnement des 2 gouvernements en termes budgétaires pour permettre à chaque côté de pouvoir mettre en œuvre intégralement le contenu de ces documents, permettre à nos citoyens, au lieu que les frontières ne soient des barrières, que nos frontières deviennent des passerelles de développement économique, de promotion de la paix, de la citoyenneté et du bon voisinage. Au terme de cette rencontre, l'accord cadre de coopération transfrontalière et le traité de délimitation ont été ratifiés par les 2 parties. Ces 2 documents seront soumis dans les prochains jours à l'approbation des gouvernements guinéens et sénégalais pour leur mise en exécution.
Deuxième titre de ce journal, session du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime, une revue de l'état financier, des dispositions pour améliorer le fonctionnement de cet instrument de régulation. Des préoccupations liées à la gestion du mouvement des navires et à la sauvegarde des aires protégées y ont été également abordées. Fodé Camara pour le compte-rendu. On n'en parle pas souvent. L'une des richesses de la Guinée est son ouverture à la mer avec plus de 300 km de façade maritime. Une façade maritime où le trafic est très dynamique, surtout à cause du boom minier. Dans cet environnement hyper concurrentiel, pour restaurer l'ordre, corriger les dysfonctionnements et mieux réparer les périmètres d'intervention, la République de Guinée, pays côtier, a mis sur pied l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime. L'autorité de régulation du transport fluvio-maritime, en abrégé ARTFM, a été créée suite à la demande des opérateurs miniers qui, depuis 2015, évoluent dans notre pays. Donc, au regard de la concurrence qui s'installe entre les différentes sociétés, elles-mêmes ont sollicité qu'une autorité soit mise en place pour essayer de réguler les différentes activités. Et comme vous le savez, c'est des mines qui sont extraites à l'intérieur du territoire. Pour y accéder, il faut passer forcément par les grands fleuves que nous connaissons, le Rio Nunez et la Fatala. Et la Mélacorée au sud, plus au sud vers Forécaria. Donc c'est pour réguler justement le mouvement des navires à l'entrée comme à la sortie de ces fleuves pour la mer territoriale. Donc c'est pour ça que cette régulation a été faite. Pour réussir leur mission de fixer les normes en matière d'exploitation du trafic et de contrôle du mouvement des navires et remorqueurs, les membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime font la revue des activités. Des finances aux autres instances, tous les instruments de gestion sont examinés et approuvés. Principale priorité, l'élaboration du projet d'arrêté conjoint qui fixe les redevances pour les taxes d'ancrage des sociétés minières et autres opérations commerciales dans l'espace maritime. C'est une autorité de régulation qui permet vraiment de réguler le secteur du transport fluvio-maritime. Elle ne peut pas le faire sans la collaboration des sociétés minières qui évoluent sur notre territoire. L'appel que nous lançons ce matin est très important et c'est de nous aider à pouvoir les aider pour que leur activité se passe dans les meilleures conditions, conformément à la réglementation en la matière, puisque l'autorité a pour mission de réguler le transport fluvio-maritime. Les redevances qu'elle paye aident l'autorité à les fournir les services importants dont elles ont besoin dans le cadre de leur activité. Donc, si elle ne paye pas ces redevances, l'autorité ne pourra pas assumer correctement sa mission. Les recommandations ont été formulées, des idées ont été soumises. L'idée ici, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les parties prenantes à la table fassent ce qu'elles ont à faire pour permettre la matérialisation effective de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime. Parce que nous gardons à l'esprit que l'autorité est là pour servir les miniers et les miniers aussi ont l'obligation et la responsabilité de mettre tout ce qu'il y a en œuvre pour aussi servir l'autorité. Nous comprenons avec le plus grand sérieux que les redevances sont ce qui permet à l'autorité de fonctionner. Du côté des miniers, il n'y a aucun refus à payer ces redevances. Nous payons ces redevances, nous allons les payer. Nous sommes juste en train de discuter sur des modalités un peu effectives, de voir comment on peut mettre tout en place pour que ces redevances soient payées, mais elles seront payées. Venus des ministères de l'économie et des finances, des transports, de l'environnement, des mines, de l'administration du territoire et du plan, les membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime ont émis des recommandations pour la mise en place d'un système de balisage. Ceci pour prévenir les accidents en veillant à la sécurité et au respect des normes.
En Haute-Guinée, le guichet choc alimentaire commence à porter fruit. Cet ambitieux programme du gouvernement guinéen, mis en œuvre par le programme alimentaire mondial, en est à sa phase de distribution des vivres. La campagne démarre à Koumana, dans Kouroussa, pour répondre aux besoins des personnes vulnérables et lutter contre l'insécurité alimentaire. Son coût, 20 millions de dollars. Diamokaba, reportage. En cette période de soudure, de nombreuses manifestations de solidarité donnent une lueur d'espoir. Dans cette commune rurale du Amana, la distribution d'urgence de vivres est lancée. Ici à Koumana, l'initiative est primordiale pour les bénéficiaires qui ont tant souhaité cet accompagnement pour subvenir à leurs besoins. Il est le bienvenu. Ce don était très attendu. Merci au gouvernement et ses partenaires. J'exhorte ces ménages récipiendaires à utiliser à bon escient ces dons en vue de contribuer efficacement à éliminer la faim dans notre pays, conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies. Ce projet intégré va toucher plus d'1 million de personnes à travers le pays. Le mécanisme d'intervention d'urgence est mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial, PAM. Une générosité en croisade contre la faim au sein des ménages vulnérables. Grâce à cette contribution, le PAM fournira une aide alimentaire d'urgence aux ménages qui connaissent un niveau élevé d'insécurité alimentaire dans tout le pays. Notre objectif est très clair, faire faim zéro en Guinée. Ce programme solidaire est financé par l'État à travers le guichet choc alimentaire de la facilité de crédit rapide du Fonds monétaire international. Avec une bagatelle de 20 millions de dollars, le gouvernement redonne le sourire aux plus pauvres. Pratiquement 11% de la population guinéenne, selon un rapport du Programme alimentaire mondial, est en situation de faim aiguë. Et le défi qui s'est posé aux autorités au plus haut niveau, c'est le défi de permettre à nos populations de pouvoir faire face à la situation de hausse des prix afin de les permettre d'avoir accès aux produits alimentaires à prix abordables. Des assiettes du cœur sont aussi offertes aux tout-petits et leurs mamans. Fruits, légumes, céréales seront disponibles pendant 3 mois pour lutter contre la malnutrition au niveau des nécessités dans la savane guinéenne et les autres régions. Et puis, la campagne agricole va bon train à Kindiadi, la sous-préfecture de Koba, préfecture de Bofa. Les fils du terroir s'impliquent personnellement. C'est le cas du Kuntigui de la Basse-Guinée, l'âge Serona Souma, qui compte augmenter cette année sa production agricole en passant de 50 à 100 hectares de riz. Suivez ce reportage signé Marwan Kamara. La plaine agricole de Kolobali à Koba, dans la préfecture de Bofa. Ici, l'heure est à l'aménagement et à l'ensemencement du riz. Pour Elhaj Sekouna Souma, Kuntigui de la Basse-Guinée, plus de 50 hectares sont déjà aménagés. Je suis très content de vous voir à mes côtés aujourd'hui et de visiter mon champ agricole. Depuis un temps de Lansana Conté, je cultivais du riz à Bagataï. C'est une façon pour moi de lutter contre l'insécurité alimentaire et contribuer au développement de mon pays. Je veux cultiver de plus, mais les moyens me manquent. Nous tendons la main au gouvernement de nous aider à avoir les équipements et des engins agricoles. Le directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage de Bofa apprécie le travail abattu qui pourrait fournir du riz aux populations. C'est des producteurs vraiment qu'on encourage, qui sont des exemplaires pour nous au niveau de la préfecture de Bofa. Lui-même, il a dit, il a payé plus de 13 millions pour pouvoir au moins avoir la retenue d'eau. Donc si ces citoyens comme ça sont encouragés, sont accompagnés en intrants agricoles, en tracteurs, en laverda, vraiment, je crois que c'est très salutaire. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire, Elhaj Sekouna Souma appelle les Guinéens à investir dans l'agriculture, car seule la terre ne trahit jamais.
Parlons à présent du parc national du Moyen-Bafing, le parc qui abrite la plus grande population de chimpanzés de la sous-région ouest africaine. Il est question de valider son plan d'aménagement et de gestion durable. Les parties prenantes sont en conclave et échangent sur le projet qui prévoit également de prendre en compte les préoccupations des communautés locales. Ousmane Ba. La création du parc national du Moyen-Bafing est une stratégie compensatoire des sociétés minières GACA et CBG. À Chevatre, la Moyenne et Haute-Guinée, la zone abrite la plus grande population de primates de la sous-région ouest africaine, soit plus de 5000 chimpanzés. Le projet entre dans sa phase opérationnelle avec à la clé la validation d'un plan d'aménagement et de gestion durable. C'est pour finaliser la mise en place de ce nouveau parc que nous avons envisagé l'élaboration des outils de gouvernance, dont entre autres l'évaluation de l'efficacité de gestion avec l'outil IMET en 2021 et 2022, dont les résultats ont servi à l'élaboration du plan d'aménagement et de gestion, qui d'ailleurs est l'un des livrables du contrat de performance signé entre mon département et la primature. Pour atteindre l'objectif fixé, les autorités tiennent compte de l'ensemble des approches des parties prenantes, d'où la présence des élus locaux des différentes communes rurales de la zone du Moyen-Bafing. Nous voulons bien l'implantation du parc, mais en plus de ça, nous voulons que les promoteurs nous aident à avoir des écoles, des centres de santé et de l'eau potable. L'ONG a doté les groupements socio-professionnels en machines qui les permettent de conditionner, de fabriquer, de conditionner le beurre made in Parc national du Moyen-Bafing. Et ceci a permis ici de donner une plus-value à cette production locale. Et l'une des particularités de ce que nous mettons en œuvre avec l'ONG WCF dans ce parc, c'est qu'on appuie les communautés à produire, mais on les aide à écouler cette production et le revenu est reversé aux différents bénéficiaires. En plus de la promotion des programmes agroécologiques en faveur des communautés et des activités génératrices de revenus, le projet prévoit aussi la réalisation d'activités de surveillance pour la protection de la faune, de la flore et des cours d'eau. Les métaux usés, de plus en plus pourvoyeurs d'emplois et de richesses en Guinée, une unité de recyclage des métaux non ferreux usés existe désormais. Elle transforme l'aluminium, le cuivre et les batteries usées en produits semi-finis destinés à l'exportation. L'usine se trouve dans la commune urbaine de Tanene, préfecture de Dubreka. Abdul Karim Kamara y a fait un tour. Suivez son reportage. La nouvelle zone industrielle de Bangouyadi, commune rurale de Tanene. Depuis près de 2 ans, les contours d'une économie d'exportation prennent progressivement forme dans cette industrie. Au milieu de ces vieilles ferrailles, l'on sépare l'aluminium d'autres métaux. Après ce travail d'orfèvre, le métal argenté est recyclé dans ce four pour transformation en produits semi-finis. Le cuivre et les batteries usées connaissent aussi le même processus destiné à l'exportation. La capacité en aluminium est de 1000 tonnes par mois. Le cuivre est à 600 tonnes et la batterie 500 tonnes par mois. Si nous tournons à la capacité maximale, nous avons la possibilité de fournir 3 pays, à savoir la Chine, Inde et Japon. Pour la transformation de ces métaux usés, 6 fours sont installés en raison de 2 fours par type de métal. Déjà, les premières productions de l'usine composée de lingots d'aluminium, de cuivre et de plombs de batterie sont prêtes pour l'exportation. Nous ne tournons qu'à partir de 40 à 50% de notre capacité, dû au manque de matières premières. Une fois que nous avons notre capacité à 100%, nous avons la possibilité de trouver plus de main-d'œuvre et à donner à la population. À côté des 2 premiers hangars, un 3e est en construction. Celui-ci sera consacré à la pyrolyse des pneus usés afin d'obtenir de l'huile comme combustible pour les fours, mais aussi la transformation du fer extrait de ces pneus comme additif au plomb.
Pour consolider la cohésion sociale transfrontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, l'État guinéen et ses partenaires lancent la formation de 100 jeunes de corps de métier sur la gestion financière simplifiée. La première cohorte est initiée à l'entrepreneuriat communautaire dans la préfecture de Bela avec un financement du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Lancé Kamisoko, Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Ils ont en commun la jeunesse, l'appartenance au corps de métier et tous sont issus des localités frontalières avec la Côte d'Ivoire. Dans cette salle, ils se familiarisent au concept de l'entrepreneuriat et la gestion financière simplifiée. C'est pour une meilleure compréhension et anticipation des risques de conflits transfrontaliers. Cette formation va booster les compétences ici de ces jeunes, mais aussi bonifier les connaissances entrepreneuriales dont certains parmi eux sont déjà entrepreneurs, mais aussi après la formation dans leurs différents corps métiers, ils pourront mettre ici, créer les PME afin de les faciliter ici l'employabilité, mais aussi éviter le chômage, histoire de les retenir contre les conflits qui pourraient éventuellement se produire dans leur localité. Comment pouvoir vous gérer le peu qu'on va vous donner, comment le gérer? Nous souhaitons que la formation que vous allez recevoir, que vous puissiez mettre vraiment à profit pour que, entre vous, qu'il y ait la paix et de l'autre côté aussi, la frontière, qu'il y ait la paix. Renforcer la confiance et la collaboration entre les acteurs sociaux, c'est l'objectif de cette initiative coordonnée par les autorités administratives et élus locaux des localités concernées. Au nom de mes collègues maires au long des frontières, nous rassurons nos partenaires que nous allons faire un suivi régulier de ces apprenants et les maîtres formateurs pour voir réellement ce qu'ils ont appris, si c'est appliqué. Pour sortir, vous allez essayer de répercuter sur le terrain positivement pour minimiser les risques d'affrancement ou de prise de bec entre les communautés riveraines vivant le long de ces deux frontières. Lancée ce 14 août en région forestière, cette formation va toucher 100 jeunes des localités frontalières dans les préfectures de Beila et Lola. Elle bénéficie du soutien des Nations Unies à travers le Fonds de consolidation de la paix, PBF. Ici à Conakry, mise en place du Conseil national de la jeunesse de la commune de Dixine. Le même processus est prévu dans toutes les communes sous l'égide du ministère de la jeunesse. Le but est d'avoir une forte représentativité de la jeunesse dans les instances de décision pour porter la voix de l'ensemble des jeunes de Guinée au niveau national, régional et international. Moussa Bangoura. Dixine a désormais son Conseil national des jeunes. Ici à la mairie, c'est suite à une élection que ce bureau a été mis en place. Il comprend 9 membres, dont un président. L'événement mobilise autorités communales, partenaires techniques, cadres du ministère de la Jeunesse et mouvements de jeunes. C'est dans une transparence parce que tout ce qui a été signalé, on a eu à corriger, il y avait les observateurs. Je souhaite que Dixine ait un président représentatif, qu'un président qui peut parler haut et fort. Ce n'est pas le physique ou ce qu'il a eu à faire à l'école, mais quelqu'un qui peut vraiment représenter valablement Dixine. Ces élus vont constituer le bureau régional de Conakry. Depuis plus de 10 ans, cette organisation de jeunesse n'a pas vu le jour. Avec l'accompagnement du président de la transition, le ministère de la Jeunesse multiplie les efforts dans tout le pays pour mettre en œuvre cet instrument de gouvernance. Demain, ils seront en face un jour au chef de l'État, ils seront en face à des ambassadeurs, ils seront en face à d'autres institutions. Il faudrait que ce soit des jeunes qui peuvent défendre la cause des jeunes de Dixine. Tous les problèmes qui concernent les jeunes et qui assaillent les jeunes vont être débattus au niveau national. Nous remercions la volonté manifeste des autorités vraiment de prendre le problème des jeunes en main. L'initiative du gouvernement est d'avoir une forte représentativité des jeunes au niveau des instances de décision et qui portera prochainement la voix de l'ensemble des jeunes du pays à l'échelle nationale et internationale. Après Kindia, les membres de l'ONG Entreprendre Ensemble sont arrivés à la baie.
Ils font le tour des ateliers des différents corps de métiers de l'artisanat pour leur expliquer la portée de leur projet intitulé « Meilleurs artisans de Guinée ». Ils leur expliquent également qu'un concours national est prévu à Conakry dans les prochains jours pour récompenser les meilleurs avec un accompagnement de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Saint-Martin, Francine Adouno. Dans la région de l'Abbé, l'artisanat est l'une des activités génératrices de revenus des populations. Outre le label dans le textile Lépi, les autres corps de métiers aussi font du chemin. La cordonnerie, la sculpture, la teinture et la boulangerie sont exercées par de nombreuses personnes. Autant d'opportunités qui retiennent les attentions. Pour mettre en œuvre son programme MAG, Meilleurs artisans de Guinée, l'ONG Entreprendre Ensemble rencontre ses professionnels. Il est question de leur expliquer les enjeux liés à l'initiative. Nous, l'objectif de l'ONG à travers ce programme, c'est de mettre en valeur ces artisans qui sont dans les différentes villes. Comme vous le savez, quand vous prenez par exemple Conakry, la majeure partie des articles d'artisanat qui se vendent, c'est à travers les commerçants. Les commerçants commandent à travers ceux qui fabriquent et puis les amènent à Conakry. Nous, l'objectif, c'est de mettre en valeur ceux qui fabriquent. Et je pense que à travers les contacts qu'on a eus après la visite dans ces différents ateliers, je pense que avec ce projet, on peut améliorer l'artisanat en Guinée. Sissoko Ali est teinturier. Avec les autres professionnels de sa corporation, il évolue au sein d'une coopérative dont il est le président. Ici, les produits locaux sont vantés, des atouts qui motivent les autorités, les artisans et les touristes à donner une marque artisanale particulière à l'Abbé. Auparavant, nous n'avons pas eu cette opportunité. Donc si l'ONG Entreprendre Ensemble nous donne cette opportunité, ça nous va du droit au cœur parce que nous sommes soulagés et nous sommes fin prêts aussi. Donc nous, artisans, notre rôle ici, c'est de continuer à mieux faire pour que quand tu achètes, tu l'utilises à ton souhait. Il y a d'autres qui ont l'habitude de quitter Conakry et la forêt. Mais comme le travail n'est plus de qualité, les gens ont peur de payer avec nous. Ils se disent qu'ils n'auront pas de clients qui vont acheter avec eux. Nous devons nous organiser pour nous concentrer sur l'essentiel. C'est pourquoi nous saluons l'arrivée de l'ONG Entreprendre Ensemble qui veut nous aider. À travers son programme MAG, l'ONG Entreprendre Ensemble entend valoriser et professionnaliser les métiers de l'artisanat. Pour les initiateurs du concours MAG, l'une des attentes de l'organisation est d'aider les artisans à vivre des fruits de leur créativité. Cela passe nécessairement par la facilitation de l'accès des touristes et du public à tous les produits artisanaux de ces génies créateurs. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.